aperçu des coulisses. Notre équipe chez Warfront ne pensait pas évoquer l'Iran aujourd'hui. Mais au cours des dernières 24 heures, la guerre qui fait rage au Moyen-Orient est passée de très très grave à encore pire, d'une manière ou d'une autre. Hier, Israël, l'Iran et les États-Unis ont franchi un seuil extrêmement dangereux, un seuil que les deux camps avaient évité tout au long du conflit jusqu'à présent. Au 20e jour de la guerre au Moyen-Orient, nous entrons dans l'inconnu. Il est possible que tout ce qui s'est passé jusqu'ici ne soit que le premier acte. La ligne à ne pas franchir. Pour comprendre ce qui vient de se passer au Moyen-Orient, nous devons introduire une idée qui paraît très étrange, même en l'expliquant. Aussi destructrice que cette guerre ait été, aussi catastrophique et déstabilisant que soit déjà son impact, Israël, les États-Unis et l'Iran se ménageaient encore les uns les autres. Comme nous l'avons dit, même exprimer cette idée à voix haute paraît vraiment très étrange. Comme si nous avions raté le moment où Israël et les États-Unis tuaient le guide suprême iranien dès le début, ou celui où l'Iran se vengeait dans tout le Moyen-Orient. Mais non, nous n'avons pas bégayé et nous ne parlons pas en hyperbole. Tout ce qui s'est passé dans le conflit jusqu'à présent implique que les nations des deux camps se retiennent. Bien sûr, cela soulève immédiatement la question suivante. Quel type d'escalade pourrait être pire que de tuer le guide suprême ou de fermer le détroit d'Ormuz ? Eh bien, si nous devons vous donner une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que la réponse à cette question n'est pas nucléaire. Actuellement, les ogives et matériaux radioactifs de tous les camps restent soigneusement stockés en sécurité. Touchons du bois. Les problèmes provenaient plutôt des attaques des deux camps contre les infrastructures énergétiques. Israël et les États-Unis n'ont pas vraiment hésité à attaquer des cibles liées au pétrole et au gaz naturel iranien. Il y a quelques jours, les États-Unis ont bombardé des cibles militaires sur l'île de Karg, où une raffinerie traite près de 90% des exportations de pétrole iranien. L'Iran n'a pas non plus hésité à attaquer des cibles ennemies dans le golfe Persique et au-delà, que ce soit en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, au Bahreïn ou ailleurs. Mais jusqu'à présent, ces attaques se sont réparties en 3 catégories. Des frappes symboliques, des frappes limitées ou des frappes ayant peu de conséquences réelles. Lors des frappes américaines sur l'île de Karg, le CENTCOM a annoncé la destruction de 90 cibles militaires tout en épargnant l'infrastructure énergétique. Le message adressé à l'Iran est clair. Continuez à jouer avec le feu, et la prochaine fois, l'oncle Sam ne sera pas aussi indulgent. Mais l'objectif de l'Amérique est de lancer la menace, pas de détruire 90% de la capacité d'exportation de pétrole de l'Iran. En une frappe, lors d'autres frappes américaines et israéliennes, les frappes directes sur les infrastructures pétrolières et gazières iraniennes ont soit causé peu de dégâts, soit visé des cibles peu importantes. Les États-Unis et Israël frappent l'industrie énergétique iranienne à la marge pour rappeler aux dirigeants iraniens qu'ils pourraient tout détruire. L'Iran a fait à peu près la même chose. Malgré leur décision contestable de frapper les infrastructures énergétiques du Golfe, ils n'ont pas cherché à les détruire totalement jusqu'à présent. Dans le conflit, l'Iran a franchi plusieurs fois les défenses aériennes du Golfe, et l'armée iranienne pourrait poursuivre ses percées exploratoires. Avec des essaims bien plus vastes de drones ou de missiles submergeant ces cibles énergétiques vulnérables, provoquant des destructions nécessitant des mois ou des années pour s'en remettre. Mais l'Iran ne l'a pas fait, il a provoqué de grands incendies, forcé des arrêts temporaires et attaqué des navires commerciaux. Si la guerre au Moyen-Orient cessait demain, le monde retrouverait une situation presque normale en un peu plus d'1 mois. En bref, les deux parties semblaient s'être entendues sur la manière dont elles avaient choisi d'intensifier le conflit et sur celle de ne pas le faire. Hier, en l'espace de quelques heures à peine, leur équilibre soigneusement maintenu s'est complètement effondré. L'étincelle, littéralement, fut une frappe aérienne israélienne sur un champ de gaz naturel iranien nommé South Pars. C'est un gisement de gaz sous-marin situé de part et d'autre de la frontière maritime entre l'Iran et le Qatar. Et avec les parts des deux pays réunis, South Pars est le plus grand gisement de gaz naturel au monde. Du côté iranien de la frontière, on estime qu'il y a 51 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel, milliards avec un M. Mais alors que le Qatar choisit de transformer la majeure partie de sa part en gaz naturel liquéfié, ou GNL pour l'exportation, l'Iran exploite le gisement de South Pars différemment. L'infrastructure énergétique intérieure de l'Iran dépend fortement du gaz naturel, et la grande majorité du gaz naturel utilisé par l'Iran pour alimenter le pays provient directement de South Pars. Pour cette raison, on peut dire que c'est le gisement d'énergie le plus important de toute nature pour l'Iran. Frapper un champ pétrolier, une raffinerie ou même l'île de Karg, même si l'impact était catastrophique, cela ciblera surtout l'économie iranienne. Mais attaquer South Pars, c'est viser une installation essentielle à la vie quotidienne en Iran.
Les ennemis de l'Iran ne cibleraient un tel site que dans 2 cas. Soit ils étaient prêts à faire monter tout le conflit à un niveau d'intensité sans précédent, soit ils ne comprenaient pas la gravité de leur décision. Quant à savoir laquelle de ces options s'applique à ce scénario, vous devrez en juger par vous-même, du moins jusqu'à ce que plus d'informations viennent de Jérusalem et de Washington. Mais ce que nous savons au moment où j'écris ces lignes, c'est qu'Israël a mené la frappe aérienne sur South Pars seul, avec la connaissance et surtout l'approbation des États-Unis. Selon des sources internes à la Maison-Blanche ayant parlé à la presse nationale, le président américain Donald Trump voulait que cette frappe serve d'avertissement. Punir l'Iran pour sa décision de bloquer le détroit d'Ormuz et avertir des conséquences si Téhéran ne faisait pas marche arrière. Malheureusement pour Donald Trump de mercredi matin, celui de jeudi après-midi a plus de recul. Et avec ce recul, il semble que l'Iran n'ait pas compris le message comme Trump l'espérait. Au contraire, l'Iran a lancé ce qui semble être ses frappes de missiles les plus importantes depuis le début de la guerre. Ces frappes étaient concentrées principalement sur l'installation qui gère la part du Qatar dans le gisement partagé entre les 2 nations, l'usine de gaz naturel liquéfié, connue sous le nom de Cité industrielle de Ras Laffan. Nous avons déjà évoqué Ras Laffan dans des épisodes récents de Warfront, mais il est utile de rappeler les points essentiels. Cette seule installation fournit environ 20% de toutes les exportations de GNL dans le monde. Elle exporte aussi près d'1 tiers de l'hélium purifié nécessaire à la fabrication de semi-conducteurs avancés. Le GNL est une source d'énergie extrêmement recherchée, surtout en Asie et en Europe. Et l'Iran a déjà menacé à plusieurs reprises l'installation de GNL à Ras Laffan. Bien que l'Iran ait déjà frappé l'installation, ces attaques n'ont causé qu'une fermeture temporaire, le Qatar s'engageant à garder Ras Laffan fermé jusqu'à la fin de la guerre, plus les 2 semaines nécessaires pour redémarrer la production par la suite. Quand Israël a choisi d'intensifier le conflit au Moyen-Orient en frappant les plus grandes réserves de gaz naturel iraniennes, l'Iran a riposté en visant la même source d'énergie, et contre une cible qui ferait autant de mal au reste du monde qu'une attaque contre South Pars en ferait à l'Iran. Téhéran a bombardé Ras Laffan avec des missiles balistiques, réussissant plusieurs frappes directes et provoquant incendies et explosions, à une échelle qui dépasse largement la plupart des destructions dans ce conflit. Qatar Energy, la société d'État chargée de Ras Laffan, a déclaré que le site avait subi, je cite, « des dégâts considérables », soit, en d'autres termes, des dégâts bien supérieurs à ce que l'installation avait connu précédemment. Cela ne représentait pas toute l'ampleur des représailles de l'Iran, bien que cela n'ait pas été confirmé lors de la rédaction de cet épisode. L'Iran a déclaré avoir frappé une installation pétrolière saoudienne clé à Yanbu, une ville portuaire située sur la côte de la mer Rouge et non sur celle du golfe Persique. Ces dernières semaines, l'Arabie saoudite a transféré en urgence son pétrole brut pour l'exporter depuis Yanbu, un endroit que toutes les parties semblaient être considérées comme éloigné de l'épicentre du conflit. Les Émirats arabes unis ont été frappés au complexe gazier clé Habshan 5, l'une des plus grandes installations mondiales de ce type, et sur son champ pétrolifère de Murban-Bab, la plus grande source de pétrole terrestre du pays. Même dans le contexte de ce conflit en cours, l'ampleur de la riposte de l'Iran était exceptionnelle. Non seulement Téhéran a révélé qu'il possède toujours des capacités de lancement de missiles hautement significatives, mais il a choisi de répondre à la frappe aérienne de South Pars d'une manière qui ne pouvait absolument pas être mal interprétée. Si South Pars était une cible légitime, alors l'Iran était prêt et, plus important encore, capable de paralyser l'énergie mondiale à un niveau que le monde espérait éviter. Du côté américain, il est clair que Washington a bien reçu le message de l'Iran comme prévu. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de cette version de la Maison-Blanche, il y a toujours une couche de fanfaronnade et de bravade à travers laquelle il faut filtrer pour comprendre ce qui se passe réellement. Mais en dehors des menaces et discours enflammés, Donald Trump a vite annoncé en majuscule qu'Israël ne mènerait plus d'attaque. Il est ensuite passé au minuscule concernant le champ très précieux de South Pars. Pour le Qatar, l'Arabie saoudite et les autres États du Golfe, la réaction a été une indignation totale. Le Qatar et l'Arabie saoudite ont menacé de représailles militaires directes. Et selon des sources internes des 2 nations, tout espoir persistant de faire la paix avec le régime iranien actuel semble s'être évaporé. À l'heure actuelle, il n'y a aucune indication claire de l'ampleur des dégâts subis par ces sites, en particulier à Ras Laffan au Qatar. Mais si la destruction est aussi étendue que le suggère une vidéo des frappes, alors l'ensemble du marché mondial de l'énergie est déjà assuré de subir de lourdes conséquences. Maintenant, ce que nous devons faire ensuite, c'est discuter de la manière de sortir de cette situation. Mais avant cela, nous aimerions prendre un moment pour en parler. Frontstock est notre site web premium, un média d'information et plateforme dédié à l'analyse des conflits mondiaux. Sur Warfront, notre équipe collabore avec des journalistes primés et des experts pour offrir des analyses clés sur les conflits et la géopolitique mondiaux. Chaque semaine, nous offrons des épisodes vidéo exclusifs et la série Salle de briefing, une sélection d'histoires méconnues du samedi venu du monde entier.
Cette semaine, notre équipe lance le Bulletin quotidien sur l'Iran, un podcast quotidien gratuit qui résume les derniers développements du conflit iranien. Nous le publierons chaque jour de la semaine jusqu'à la fin du conflit et vous pouvez vous inscrire pour être averti dès qu'un nouvel épisode est disponible. Vous n'avez pas besoin de compte pour accéder au bulletin et c'est entièrement gratuit. Nos 3 premiers épisodes sont déjà en ligne, écoutez-les. Abonnez-vous à Frontstock pour $5 par mois ou 50 par an. Cela soutient leur podcast, ses émissions et notre couverture indépendante. Inscrivez-vous au Bulletin quotidien sur l'Iran. Retour à la guerre. Des voies de désescalade après les frappes sur South Pars, Ras Laffan et les autres installations énergétiques qui ont été touchées ce mercredi. Il est clair que la guerre au Moyen-Orient se dirige vers une série de scénarios catastrophes. Certes, il existe encore des moyens pour que la situation s'aggrave, et nous espérons sincèrement que ces issues potentielles seront évitées. Mais déjà, nous entrons dans un territoire que les personnes ayant passé toute leur carrière plongées dans les affaires du Moyen-Orient essayaient de ne pas évoquer, de peur que cela ne se réalise. Une issue défavorable à cette guerre aurait pu entraîner un blocus d'1 mois du détroit d'Ormuz, bloquant une grande partie de l'approvisionnement énergétique mondial. Ce scénario semblait déjà se dessiner avant les événements de mercredi. Un scénario catastrophique serait que les attaques énergétiques contre les États du Golfe Persique dépassent l'interdiction ou l'entrave des exportations de pétrole ou de gaz naturel. Le 18 mars, il s'agissait d'une destruction, pas seulement de pétroliers isolés. Plein de cette matière, mais c'est l'infrastructure incroyablement coûteuse et incroyablement difficile à remplacer qui permet son extraction en premier lieu, qui a été détruite. Les marchés mondiaux de l'énergie n'aiment pas voir des pétroliers exploser dans le détroit d'Ormuz, mais la perte d'une cargaison reste négligeable à l'échelle d'une journée de commerce. Détruisez quelque chose comme Ras Laffan, ou d'ailleurs des installations qui extraient le gaz naturel de South Pars, et tout le marché peut s'attendre à une perturbation grave et persistante. Encore pire, c'est la guerre, et en temps de guerre, la perte d'installations clés n'est pas un événement isolé. Les représailles s'enchaînent, avec encore beaucoup à détruire pour l'Iran, Israël, les États-Unis ou d'autres. Désormais, Israël, les États-Unis et l'Iran ont atteint un point de non-retour. Et en ce moment, ils se tiennent côte à côte au bord d'une falaise, contemplant un saut dont il n'y a pas de retour facile. Mais comme toujours, il y a des moyens d'aggraver la situation, et il y a des moyens de l'améliorer. Ce qui doit se passer maintenant est en réalité assez simple. Les États-Unis, Israël, l'Iran et toutes les autres nations impliquées dans ce conflit doivent démontrer les uns aux autres de manière forte, claire et constante qu'ils sont prêts à désamorcer la situation. Chacun d'eux doit accepter l'idée que, même si l'escalade peut sembler gratifiante, ou même s'ils pensent être tout près d'y arriver, à forcer leurs adversaires à reculer, le risque de mauvaise évaluation et de catastrophe ne vaut tout simplement pas les bénéfices potentiels. Pour Israël, cela signifie reculer alors que l'ennemi juré est plus vulnérable que jamais. Pour les États-Unis, cela signifie ravaler la fierté de Washington, tenir tête à ses partenaires à Jérusalem et utiliser tous les leviers à sa disposition pour chercher une voie qui éloigne du bord du gouffre. Pour les États du Golfe, cela signifie renoncer à riposter et supporter les insultes et la douleur économique infligées mercredi. Pour l'Iran, cela signifie résister à la tentation d'utiliser son arme la plus puissante. À un moment où l'Iran ne peut pas se battre dans les airs, ne peut pas imposer une bataille au sol, mais peut infliger des souffrances au reste du monde entier. Maintenant, cette désescalade va-t-elle réellement avoir lieu ? Eh bien, nous l'espérons, mais les premiers signes ne sont pas vraiment positifs. À Washington, le moment d'inquiétude de Donald Trump semble avoir été exactement cela, un moment rapidement oublié et remplacé par les menaces que Trump a lancées sur les mêmes réseaux sociaux pour, je cite, « faire exploser massivement l'ensemble de South Pars ». Si l'Iran devait attaquer à nouveau le Qatar, l'Iran, de son côté, semble comprendre qu'il est dans une situation difficile. Quoi qu'il en soit, il semble l'avoir remarqué. Dans cette guerre, soit il se fait battre, soit attaquer les infrastructures énergétiques et remporter quelques succès. Enfin, le comportement d'Israël dans cette guerre, ses échanges avec l'Iran, ses conflits avec le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et sa frappe à South Pars le 18 mars indiquent dans tout la même chose. Israël est prêt à faire face à l'instabilité régionale à court terme, aux difficultés économiques, aux casse-têtes diplomatiques, à la mauvaise presse et à tout ce qu'il faut. Tant que l'Iran et ses alliés sont affaiblis, ou idéalement détruits, lorsque le conflit en question finit par prendre fin, cette combinaison n'est pas de nature à mener vers une désescalade. Même si l'équipe de Warfront incite à garder espoir, nous ne conseillerions rien qui s'apparente à de l'optimisme. L'attaque d'Israël contre South Pars et la riposte de l'Iran ne rendent pas cette escalade permanente, mais mènent le conflit au bord du gouffre. L'Iran, Israël et les États-Unis pourraient-ils reconnaître ce danger et reculer ?
Bien sûr, il le pourrait, mais un trio de nations qui serait enclin à gérer cette situation en optant pour une désescalade calme ne se retrouverait probablement pas dans une guerre comme celle-ci au départ. Merci de nous avoir suivis.